Acerta Podcast, le podcast qui explore les tendances et innovations RH. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alison Tiber, Business Development Manager chez Acerta et je vous accueille dans ce nouvel épisode RH consacré à un sujet crucial pour la santé des organisations, la prévention de l'absentéisme. On constate en effet que le nombre d'incapacités de travail de courte ou de longue durée augmente chaque année. Dans un monde du travail en pleine mutation, les absences répétées ou prolongées ne sont pas qu'un coût. Elles sont souvent le reflet d'un malaise plus profond. Aujourd'hui, nous allons explorer quelques leviers concrets qui permettent d'agir en croisant les regards juridiques et humains. Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir deux expertes d'Acerta, Laura Couchard, manager du centre de connaissances, et Anne-Sophie Bialas, experte RH en bien-être au travail. Bienvenue à toutes les deux. Bonjour Alison. Bonjour. Je commence par toi, Laura. On entend souvent dire que l'absentéisme coûte cher. Mais concrètement, pourquoi est-ce, d'après toi, un enjeu stratégique pour les entreprises ? J'y vois d'abord un impact sur les coûts directs des entreprises. D'une part, il y a évidemment l'impact sur les coûts salariaux, à savoir l'employeur va devoir payer le salaire garanti, le pécule de vacances, parfois aussi une prime de fin d'année avec les périodes d'assimilation. En plus de ça, il peut y avoir des sanctions financières à charge de l'employeur, à savoir une cotisation de responsabilisation, qui est une cotisation complémentaire à verser à l'ONSS quand il va y avoir un taux de travailleurs en incapacité de travail qui dépasse certains seuils. Et à venir, avec les réformes du gouvernement, on parle que cette cotisation sera remplacée par une intervention de l'employeur à hauteur de 30% du montant de la cotisation INAMI pour les 2 mois qui suivent le paiement du salaire garanti. En plus de ça, on voit clairement un impact indirect aussi, à savoir la surcharge sur les équipes présentes, la perte de productivité, la perte d'expertise, la gestion administrative des absences. Tous ces éléments peuvent faire baisser le bien-être, la motivation des équipes présentes, d'où l'intérêt clair et crucial de miser sur la prévention de ces absences pour maladie. Anne-Sophie, d'après toi, du côté humain, qu'est-ce que l'absentéisme finalement révèle de l'organisation ? En fait, l'absentéisme est souvent signe d'un malaise beaucoup plus profond au niveau des organisations. Et il y a évidemment beaucoup de facteurs qui vont rentrer en ligne de compte. Il y a notamment les conditions de travail, il y a l'organisation du travail, il y a les relations interpersonnelles au niveau des entreprises. On peut aussi y voir un problème, un manque de sens, des talents qui ne sont pas à la bonne place, en fait, du coup, qui s'essoufflent, qui s'épuisent. On peut y voir aussi clairement un manque d'autonomie, un manque de désengagement, un problème de valorisation des compétences et de formation des compétences. Mais en tout cas, ce qui serait intéressant, c'est de voir l'absentéisme comme un signal intéressant qui permet en fait de travailler en entreprise et de voir ce qu'on peut améliorer au niveau de l'organisation. Si on se met dans la peau d'un DRH ou d'un dirigeant, quel serait, d'après vous, un premier levier d'action concrète ? Je pense que le premier levier d'action concret, c'est vraiment de jouer sur la prévention, par exemple via la mise en place d'une politique de présentéisme. On a toute une série d'obligations légales et il y a un encadrement juridique en matière de prévention qui est finalement assez limité. Si on vient le comparer à la gestion des absences d'un travailleur qui est absent, notamment les remises de certificats, la notification de la maladie, etc. Ou le retour après maladie, on parle beaucoup de réintégration, reprise progressive de travail, qui sont des choses à part entière. Et finalement, dans la prévention, on a une marge de manœuvre importante, notamment, ça va permettre de pouvoir vraiment faire un cadre juridique et concret en lien clairement avec l'organisation. Par exemple, il sera utile de réfléchir à la façon dont on veut mener ou non des contrôles des travailleurs en incapacité de travail. Il n'est pas toujours judicieux à chaque incapacité de travail d'aller envoyer le médecin contrôle. Ça peut donner aussi un signal un petit peu contre-productif ou très contrôlant sur les travailleurs. Et je pense ici que c'est vraiment la prévention qui permet en amont de faire la différence
en restant aligné avec les objectifs, la culture de l'entreprise, mais aussi sa réalité concrète qui n'est pas celle d'une autre entreprise. Mais oui, et donc au-delà finalement de cette politique de présentéisme, si l'entreprise souhaite agir sur la prévention des absences, quelles pratiques et réflexions RH vous conseilleriez à nos auditeurs? Oui, tout à fait. Laura, tu viens de le souligner, il y a la culture d'entreprise qui est vraiment très importante et je pense que c'est d'abord réfléchir, ok, mais quelle est la culture qui véhicule au sein de mon organisation? Pourquoi? Parce qu'en fait, la culture, c'est vraiment la face cachée de l'iceberg et qui est quand même un socle très important au niveau de l'absentéisme. Donc ça serait vraiment la première chose sur laquelle je mettrais mon accent. Et puis, c'est valoriser la présence. On parle de l'absentéisme, mais il y a les gens qui sont présents et c'est important d'en prendre soin, de les chouchouter parce que les présents d'aujourd'hui, c'est peut-être les absents de demain. Donc ça, c'est vraiment important. J'invite vraiment les ressources humaines à être attentifs à dès qu'une personne est malade, c'est de la rencontrer. Alors, est-ce que ce soit les RH, le manager, de manière tout à fait informelle, mais pour voir un peu comment la personne se sent. Donc, c'est vraiment réagir tout de suite, ça c'est vraiment important. Ensuite, apporter des check-ins vraiment réguliers, ça aussi c'est super important. C'est former les managers, parce que les managers ils n'ont pas toujours les clés pour gérer les absences. Et ça c'est vraiment très important. Et c'est créer ce climat de confiance, de reconnaissance, de soutien, ce climat d'appartenance. Justement, tu viens de parler des managers. Effectivement, ils ont un rôle clé dans la gestion de l'absentéisme. Qu'est-ce que tu peux nous en dire en plus? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place à leur niveau? Oui, effectivement, les managers, c'est ceux qui sont en première ligne, en lien avec les collaborateurs. Et donc, c'est eux qui peuvent observer les signaux d'alerte par rapport à une personne qui se sentirait pas bien dans sa peau, qui aurait des signes de burn-out, donc quelqu'un qui, très clairement, ne prend plus de pause, a souvent mal à la tête, a un changement de comportement, etc. Donc là, le manager, c'est celui qui est en première ligne, et donc il peut tout de suite réagir par une écoute bienveillante, une communication, identifier les besoins des collaborateurs. Souvent, on fait pas, les managers n'ont pas été formés à une écoute active, à cette empathie bienveillante. Ça, pour moi, c'est vraiment très important. Et il y a aussi tout ce qui est responsabilisation. Donc, le manager a ses responsabilités, mais les collaborateurs aussi. Donc, c'est important qu'ils puissent responsabiliser les personnes. Et donc voilà, ils rendent les gens, leurs collaborateurs, acteurs de leur santé et de leur bien-être. Laura, comme tu as une casquette de manager, est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer ton expérience en la matière? Oui, bien sûr. Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses en tant que manager ou être humain qui nous amènent à mieux comprendre les comportements humains. Et je dis toujours, c'est toujours mon premier conseil pour des managers, c'est de travailler sur soi et de se comprendre soi-même. C'est d'abord riche individuellement, mais ça permet aussi une prise de recul et une meilleure compréhension de ce que vit l'autre. Je dirais aussi qu'il y a la curiosité à toujours maintenir, découvrir les membres de son équipe, via évidemment des entretiens individuels, les connaître, et garder cet œil neuf et curieux, parce que j'emploie souvent cette phrase qui est de dire « la carte n'est pas le territoire ». C'est-à-dire que chacun peut avoir des réactions différentes, on peut avoir une même carte, mais finalement le territoire de chacun lui est propre. Et ça, il faut le connaître, il faut le découvrir. Je pense que ce climat de communication et de confiance, qu'il soit individuel, mais aussi au sein de l'équipe, est important en développant le sentiment d'appartenance, le lien. Et vraiment, je rebondis aussi sur ce qu'Anso disait, sur l'observation, pour détecter des changements, une légère perte d'engagement, une petite irritabilité, un changement de comportement vis-à-vis des collègues ou dans la réunion d'équipe. Et ça ne peut se faire aussi qu'avec une présence à côté de son équipe. Et si je peux me permettre de rajouter aussi au niveau des managers, c'est aussi important à les former à travailler sur la sécurité psychologique. Donc, c'est-à-dire à faire en sorte que, en fait, les gens puissent être eux-mêmes au sein de l'équipe, en fait. Je sais que je peux être qui je suis au sein de mon entreprise, au sein de mon équipe. Ça, c'est juste waouh, en fait.
Et faire attention à bien poser le cadre, à être attentif aux conflits aussi. Je pense que ça, c'est important. Parce que moi, j'ai déjà observé des entreprises dans lesquelles les conditions de travail, c'est pas waouh. C'est un boulot très difficile, les gens qui doivent travailler la nuit, mais ils ont un esprit d'équipe tellement fort qu'il y a très peu d'absence. Ça compense. Et donc, oui, c'est vraiment une force. Et si le manager peut travailler sur cette cohésion, sur chacun peut être qui peut être, prendre conscience qu'on a tous notre bagage, tous notre sac à dos, et que c'est OK en fait, et qu'on va pas juger, critiquer l'autre, mais on va plutôt être vraiment soudés. Ça, pour moi, je trouve ça vraiment important. Alors, on a beaucoup parlé de prévention, mais il y a aussi tous les retours après une période de maladie. Dans ces situations, Laura, que peut-on faire concrètement ? Alors, tout d'abord, c'est de respecter le cadre légal qui est défini. On parle de reprise progressive de travail, de trajet de réintégration, aussi de force majeure médicale. Je ne vais pas pouvoir les développer ici, mais c'est important de connaître les règles du jeu. On a vu d'ailleurs que dans une récente étude qu'Acerta a menée, plus de 50% des employeurs mentionnent la complexité de la législation et le manque d'expertise en interne comme obstacle à une bonne réintégration pour les travailleurs qui sont malades de longue durée. Je pense qu'ensuite, il est intéressant de définir une politique collective de réintégration. D'abord, c'est une obligation légale pour les employeurs. Et puis, c'est de s'en servir aussi comme soutien à la politique de bien-être sur la base des constats qui sont menés par rapport à ces réintégrations. Comment est-ce qu'on peut adapter notre politique de bien-être et de prévention par rapport à ça ? Réfléchir aussi aux adaptations du poste de travail, de la fonction, de l'horaire du collaborateur en fonction de ses capacités et pas toujours de son incapacité, bien entendu avec des nécessités d'organisation de l'entreprise. Et je pense qu'il faut aussi réfléchir à tout l'accompagnement d'un travailleur absent. Et c'est de ne pas le laisser nécessairement sans nouvelles jusqu'à la fin de son certificat médical, mais plutôt d'adopter une communication claire et transparente avec lui. Ça va évidemment dépendre d'un travailleur à l'autre, et je rebondis, d'où la nécessité aussi de connaître ses collaborateurs, mais il est primordial de maintenir un lien qui va aussi maintenir cette sécurité et ce lien avec l'organisation. Oui, parce que c'est pas toujours clair. Parfois, il y a certains employeurs. Moi, j'ai justement discuté avec un responsable ressources humaines qui pensait qu'il ne pouvait pas prendre contact avec son travailleur pendant sa période d'incapacité. Et c'est exact, en fait. A priori, je pense pas, mais... Oui, voilà. A priori, non. Il faudra toujours examiner la situation réelle du dossier. Il n'y a aucune interdiction légale de prendre contact avec son travailleur. Il n'y a aucune obligation légale par ailleurs que le travailleur accepte ce contact. Mais on va souvent aller tenter de stimuler cette prise de contact pour maintenir le lien. Bien entendu, s'il y a des questions de harcèlement au travail, là, ce sera encore différent. Oui, mais moi, je te rejoins tout à fait sur le fait d'avoir une politique de présence, une politique d'absence, on l'appelle un peu comme on veut, qui est très claire dès le départ. Et que dès le départ, chaque nouveau collaborateur qui rentre dans l'entreprise, il soit au courant de cette politique. Ça, c'est vraiment la base. Que le cadre, on a tous besoin de cadre. Nos enfants ont besoin de cadre, mais nous aussi, en tant qu'adultes, on a besoin de cadre. Sans ça, on ne se sent pas très bien, en fait. Donc, le cadre, qui soit bien clair. Et puis, effectivement, je te rejoins tout à fait par rapport au fait que c'est essentiel de garder le lien pendant une maladie longue durée, en fait. Alors, bien sûr, c'est demander au collaborateur absent qu'est-ce qui est juste et bon pour lui, en fait. Qu'est-ce qu'il a envie ? Est-ce qu'il est OK si on l'appelle, je ne sais pas moi, une fois par mois ? Il va peut-être dire non, pas du tout, moi je veux plus de lien. C'est OK, en fait. On va vraiment respecter les besoins du collaborateur. Ça, c'est vraiment très, très important. Mais il faut savoir que ce lien, il est vraiment essentiel parce que ça vient rajouter une couche sur ce sentiment d'appartenance. Et on en a tous besoin. On est des êtres sociaux. On a besoin de se sentir appartenir à une équipe. Et ça va faire en sorte que le collaborateur va avoir envie de revenir.
Et donc ça, c'est pour moi essentiel. Et puis bien évidemment, préparer le retour. Ça se fait pas non plus comme ça sur un coin de table. Préparer le retour, ça se fait en amont. C'est voir avec le collaborateur bien avant sa date de retour ce qui est juste et bon pour lui, ce qui est prévu. Est-ce qu'il veut reprendre à mi-temps médical? Est-ce que la même fonction lui convient? Est-ce que la même équipe est OK pour lui, etc. Et puis, une fois que tout ça a été bien établi, c'est le jour du retour, c'est que l'équipe soit au courant qu'il revient, que l'équipe soit aussi à un beau terme de son accueil et que tout soit prêt pour un retour vraiment agréable et chaleureux, en fait, qu'il soit heureux de revenir et qu'on sait qu'on a mis des choses en place pour que ça se passe bien. Donc finalement, quand on vous entend toutes les deux, la prévention, c'est trouver un bon équilibre entre un cadre établi, mais aussi s'adapter aux travailleurs et au côté humain de chaque situation. Laura, petite question encore. Si tu devais donner un conseil concret aux responsables RH pour demain, lequel serait-il ? Je dirais d'abord de connaître le cadre juridique et de se mettre à jour parce qu'on annonce des nouveautés pour ensuite en fait utiliser ce cadre juridique au service de la culture de l'entreprise et pas l'inverse. Ne pas rentrer dans le cadre juridique parce qu'on est obligé de le faire, mais vraiment d'aller s'interroger sur sa culture d'entreprise, ce qu'on souhaite faire en matière de prévention, en matière de bien-être pour accompagner ses collaborateurs et utiliser alors le cadre qui est obligatoire au service de l'organisation. Et toi, Anne-Sophie, quel serait ton conseil clé ? Alors, prendre soin des gens. Prendre soin des gens, mais ça passe par une écoute, une bienveillance, une responsabilité de chacun. Utiliser les talents en entreprise, parce que souvent on voit que c'est pas le cas. En fait, on n'utilise pas les ressources qu'on a et on met les gens un peu n'importe où. Donc ça, je vous invite vraiment à le faire. Et la reconnaissance et le sens. Tout un programme. Oui, j'allais le dire. Merci à toutes les deux pour ces éclairages riches et complémentaires. On retient que la présence au travail, quand elle est synonyme d'engagement et de bien-être, devient la vraie richesse de l'entreprise. Merci à vous qui nous écoutez et à certainement pour un nouvel épisode RH.